au cours de l'exposé. L'exposé a pour but d'essayer de comprendre comment ça marche. Bien essayer. Pour ma part, je n'ai pas encore réussi. Et commençons par les grands anciens. On ne voit pas très bien, Max Planck, Einstein, etc. Tous prix Nobel, à l'exception d'Alain Aspect, qui a une grande importance parce que c'est lui qui a mis en évidence les qualités de l'intrication. Et comme ça a été dit dans le premier exposé, en quantique, il y a deux choses. Il y a intrication, superposition. Alors, commençons par essayer de comprendre de quoi il s'agit. Un quête, un qubit, est représenté par deux nombres complexes, dont la somme des carrés des composantes, des modules des composantes, fait 1. C'est-à-dire qu'en réalité, un qubit, on peut l'imaginer comme, non pas 4 réels, mais au mieux 3. Donc on est en dimension 3. Vous avez 2 qubits, vous êtes en dimension 6. Vous ne comprenez plus rien. Il faut être honnête. Dimension 6, c'est pas... On peut calculer. C'est à peu près tout. Donc j'ai des conventions classiques, à savoir... Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ceci. À savoir que le quête, c'est un vecteur colonne. Le bras étant un vecteur ligne... excusez-moi, j'ai oublié d'arrêter mon téléphone. Le bras étant un vecteur ligne qui est le transposé du conjugué. Et le bracket, ça c'est une notation de Paul-Dirac, c'est le produit scalaire, ou plus exactement le produit hermítien. Voilà. Alors continuons maintenant par ce qu'on appelle les portes. Les portes, ça nous est amené par la physique quantique. Il y a la porte de Hadamard, on en a déjà parlé. Au passage, Hadamard a été un prof de l'université de Clermont. Et puis la porte note. Alors je voudrais simplement expliquer comment ça fonctionne. Si vous avez deux coordonnées, il est tentant de se déplacer dans un repère, même si les coordonnées sont des complexes. Alors il faut bien donner un nom. Ça c'est 0, ça c'est 1. Que fait la porte de Hadamard? Elle transforme 0 en un vecteur qui est celui-ci, qu'on appelle plus, et le 1, lui, est transformé en un vecteur qui, lui, est orthogonal au précédent et qu'on appelle moins. Donc, au total, si vous regardez bien, vous n'avez rien d'autre que la symétrie par rapport à cette droite. Et qui dit symétrie, dit la chose suivante. Ma main, sa symétrie. Si je refais une symétrie, je retombe sur l'état initial. Donc, la porte de Hadamard va vérifier H fois H égale identité. Même chose pour la porte X, puisque elle échange 0 et 1, c'est-à-dire que c'est une symétrie, cette fois-ci, par rapport à cette droite. Donc là, on a des matrices qui sont égales, en quelque sorte, à leur inverse. Enfin, on a parlé de porte conditionnelle. Ici, j'ai mis la porte CX. Alors, que voyons-nous? Au début, l'identité, et ici, la porte X. Et on a dit, c'est du si alors sinon. Très bien. Si c'est du si alors sinon, voyons ce que ça donne. Donc là, j'ai expliqué les H et les X. Bien, je viens de le faire géométriquement, vous pouvez le faire par le calcul. Ça se passe très bien. Pour comprendre les portes conditionnelles, il faut aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire regarder ce que l'on appelle le produit tensoriel. Chaque fois qu'on ajoute un qubit, on fait un produit tensoriel. Et un produit tensoriel, ça double la taille de l'espace. Logique. Même si vous avez des bits, un bit vous représentez deux objets, 2 bits 4, 3 bits 8, etc. La différence avec le quantique, c'est qu'on va manipuler tous ensemble. C'est ça la différence. Mais l'espace n'est pas plus grand.
Donc on est sur des produits tensoriels. Alors regardez comment ça fonctionne ici. J'ai fait AB tensoriel UV, donc je mets AB ici, UV là, et puis je fais le produit. Ce qui fait qu'on n'y comprend vraiment rien. Enfin, je ne sais pas si vous réussissez à... Moi je sais calculer, c'est tout. Pour les matrices, c'est pareil. J'ai fait identité tensorielle X, ça ne donne pas du tout la conditionnelle. Hein. Le CX, c'est pas ça du tout. Le CX, il y avait identité ici. Au début, on se dit, ah bah tiens, c'est identité tensorielle X. Non, non, pas vrai. C'est plein de pièges. Alors le CX, eh bien, c'est ce qu'on a dit. Le CX, si on a un 0, c'est-à-dire 0, il ne se passe rien. Il ne se passe rien, pourquoi? Parce que le vecteur sur lequel on agit a des zéros sur les deux dernières lignes. Si au contraire, on l'applique à 1, eh bien, on permute les deux dernières coordonnées. On échange. Ça, c'est la porte conditionnelle qu'on vous a présentée sous la forme si, alors, sinon. Avec laquelle je ne suis pas vraiment d'accord. C'est déjà dit. Et je vais essayer de montrer pourquoi. Donc, matrice hermitienne, etc. Alors, ce qui est important, c'est qu'on manipule en général des matrices hermitiennes qui sont donc diagonalisables et dont les valeurs propres sont réelles. Ça va être important quand on va parler de la diabatique et des hamiltoniens. Alors, ne pas penser binaire. Ça, c'est très dur parce qu'on est tous habitués à faire de l'informatique classique. Ben justement, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, j'ai pris un petit exemple, le lancer d'une pièce. Alors, en fait, j'ai deux pièces là. Au début, c'est toujours à 0. Hein. Conventionnellement, on commence toujours par des quêtes 0. Donc, au début, j'ai deux pièces qui, quoi qu'il se passe, je les lance, elles retombent toujours et montrent face. Qu'est-ce que je fais ici? Je fais un H. C'est-à-dire que la première pièce, ça devient une pièce normale. Je la lance, elle retombe, elle fait face ou pile. En parallèle, ça aussi c'est important, beaucoup de calculs, entre guillemets, qui sont en parallèle. Celle-ci, je mets un X. C'est-à-dire que c'est ma pièce qui donnait tout le temps face, maintenant elle donne tout le temps pile. Bien. Puis après, je fais une porte conditionnelle avec un P lambda. Alors, qu'est-ce que c'est que P lambda? C'est la matrice suivante. Je crois que c'est ça. Je ne sais jamais si c'est I lambda ou I lambda sur 2 ou I2 lambda, enfin peu importe. C'est ce qu'on appelle un déphasage. Donc là, on va voir la puissance de la représentation par nombre complexe. Donc ça veut dire que là, une fois sur deux, je vais appliquer un déphasage à une pièce qui est à 1, c'est-à-dire que j'étais là-dessus, et ça va devenir ceci. On va changer la proba. La proba est toujours la même. Donc si on raisonne, alors après qu'est-ce que je fais? Je fais un H, et puis je lis. Mais je me fiche complètement du deuxième qubit. Deuxième qubit sur lequel j'ai fait quelque chose, je m'en sers pas. Curieux. Et puis si on raisonne de manière classique, on se dit, voilà, là j'ai une pièce équilibrée. J'ai fait quelque chose à partir de cette pièce, je refais le H, et comme je l'ai dit, H fois H, c'est l'identité, donc je me retrouve avec une pièce qui donne toujours face. Eh bien, ça ne marche pas du tout. C'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est très curieux. Ah oui, j'ai oublié de dire, si vous avez l'unité classique, c'est-à-dire que vous lisez et vous effondrez le résultat sur un bit classique. Alors, ça ne marche pas du tout comme ça. Donc, j'ai expliqué ici la pièce et je vais détailler à chaque étape ce qui se passe. Vous allez voir qu'il y a des surprises. Ah oui, il y a le CP, évidemment, c'est comme tout à l'heure le CX, vous avez l'identité là, et la matrice P en dessous. Allons-y. Au début, ils sont tous les deux à 0. Après le pas 1, le premier est passé à plus,
mais c'est ça. Et le deuxième est passé à 1. Tout va bien. Ensuite, j'applique la porte conditionnelle. Alors, je vais passer un petit peu sur les calculs. Ce que je dis, c'est que si j'ai un 1 ici, je fais quelque chose. Si j'ai un 0, je fais rien. À l'arrivée, qu'est-ce que j'obtiens? Et c'est là que ça devient curieux. Normalement, j'obtiens ça, mais ça peut aussi s'écrire comme ça. Quand vous avez un produit tensoriel, si vous multipliez par un complexe, vous multipliez un des deux éléments par le complexe. C'est-à-dire que vous avez deux écritures possibles, celle-ci et celle-là. Et voyons ce que ça donne là. Ben, ça donne que ma deuxième pièce, elle reste à 1, et que la première, j'ai modifié la phase d'un petit bout. C'est plus du plus, c'est quelque chose qui fait, théoriquement, on dirait c'est la même chose. Eh ben non, c'est pas la même chose. Faisons le calcul. Voilà ce que j'ai. Alors là, je développe, et je m'aperçois que lorsque je fais la lecture, ah oui, ça c'est le H qui intervient. Le H intervient, donc vous avez des plus et des moins, suivant que c'était 1 ou 0. On développe, et on s'aperçoit qu'à l'arrivée, ma pièce va donner face avec une certaine probabilité, et pile avec une autre. J'ai transformé les probabilités d'apparition de la pièce qui est sur le qubit numéro 1 avec une porte conditionnelle qui apparemment ne porte que sur le qubit numéro 2. Bon. Déjà, on a mis du temps à comprendre comment ça se passait. Il faut bien le dire. Je ne sais pas si vous avez tout compris ça d'entrée de jeu. Moi, ça m'avait paru curieux. Est-ce que je vais trop vite ou... Ça va? On continue. Alors, on continue avec le programme qui correspond. Alors, vous avez ici la partie quantique, avec la porte H, la porte X, la porte CP, ici c'est pi sur 2, et la porte H à nouveau. Donc, j'ai traduit ici, c'est Philippe, qui a traduit le circuit en question. Je vais vous faire marquer la chose suivante. La notation a changé. Je n'ai plus fait C, P, j'ai fait quelque chose de, c'est pas moi, hein, c'est une des notations admises, j'ai fait quelque chose de symétrique, parce qu'on peut montrer que faire CP dans un sens, c'est la même chose que faire CP dans l'autre sens. Faire CP de 1 sur 2, c'est la même chose que faire CP de 2 sur 1 en l'espèce. Voilà, et donc, on attend des résultats qui sont, là par exemple, pour pi sur 2, l'équiprobabilité, et vous voyez, enfin je ne sais pas si vous pouvez lire, 0,99, 0,501, et puis si on met 3 pi sur 4, là, eh bien on a notre pièce qui est déséquilibrée. Donc l'expérimentation, si j'ose dire, correspond au calcul qu'on a fait. D'accord? C'est un peu déroutant, enfin, je ne sais pas si vous êtes très, très à l'aise avec ça, moi pas. Oui? Oui, c'est une simulation, mais sur les machines réelles, ça marche aussi. Hein. Ça marche aussi. Ça ne donne pas exactement les mêmes probas, mais il n'y a pas de doute. Hein. Ça fonctionne. Alors, on a fait des essais avec différentes valeurs de lambda, de lambda, et évidemment, on trouve des résultats qui sont très proches des résultats théoriques que l'on attendait. Bon, je ne sais plus combien il y a eu de simulations, ça doit être 1000, quelque chose comme ça. Pour avoir une bonne approximation. C'est la proba, ça. C'est la seule chose à laquelle on a accès. Les amplitudes, c'est le modèle que nous ont légué, en quelque sorte, les grands anciens de la physique quantique, à commencer par le nucléo bref. C'est la fonction d'onde, mais elle n'est jamais accessible directement. Les seules choses qui finalement sont accessibles, c'est les résultats probabilistes. Donc tout algorithme quantique est nécessairement probabiliste. Voilà. Alors, donc, dans une porte conditionnelle, vous avez un qubit de contrôle et un qubit signe.
les deux qubits sont intriqués par la porte, et donc la porte peut influencer le bit de contrôle. C'est ça qu'il faut retenir. Ce n'est pas un simple si alors si. C'est pour ça que je disais hier, c'est pas tout à fait ça. Fonctionnellement, ça donne ça, mais du point de vue du résultat, c'est pas ça. Alors passons à l'optimisation adiabatique pour voir à peu près une application. Alors, on entend souvent parler d'effet tunnel. Ça peut marcher en quantique, certainement, mais en général, je crois que c'est des probabilités très faibles qui permettent des effets tunnels. Alors en fait, ici, j'ai plutôt mis ça sur comment fonctionne un recuit simulé classique. Un recuit simulé classique, imaginez, vous êtes dans un paysage où il y a des trous, et vous cherchez le trou le plus profond. Puis il y a des bosses aussi, il y a des chaînes de montagnes, enfin, imaginez un paysage un peu chaotique et vous cherchez le trou le plus profond. Et vous allez vous balader là-dedans en acceptant de temps en temps de monter pour pouvoir mieux descendre après. C'est ça un recuit simulé. L'évolution adiabatique est très différente. On va partir d'un paysage que l'on connaît et que l'on va petit à petit déformer en le paysage que l'on veut explorer. Donc on travaille plutôt sur le paysage. C'est une sorte d'approche duale de l'approche recuit simulé, où on était dans le paysage et on se baladait dans ce paysage. Ici, on part d'un paysage qu'on connaît, on est au plus bas, et on essaie d'y rester au plus bas, en déformant légèrement le paysage. Tout ça fait appel à l'équation de Schrödinger qui est ici, avec H qui est un hamiltonien, c'est-à-dire une expression qui transcrit l'énergie du système. Et il y a une constante, la constante de Planck, qui est absolument abominable, 10 puissance moins 30, je crois, quelque chose comme ça. Si vous laissez ça dans les calculs, vous êtes mort. Il faut s'en débarrasser. On y viendra. Et on sait au moins, on sait calculer la solution, parce que c'est une équation linéaire, en fait. Alors, on sait calculer la solution avec une intégrale. Pour la petite histoire, M. Schrödinger a expliqué qu'il avait trouvé son équation dans les bras d'une femme. Alors, essayez. Moi, ça n'a pas marché, je crois. Une chose est sûre, ce n'était pas la sienne. On ne sait pas laquelle. Ce n'était pas la sienne, parce qu'il avait une certaine collection. Il aimait ça. C'est pour ça que je n'ai pas. C'est peut-être pour ça. Ouais, mais c'est un peu tard pour moi. Ah, c'est les superpositions. Ah oui, j'ai pas pensé à ça. Bon, donc, on va essayer de résoudre l'évolution du système, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'hamiltonien, c'est ce qui va nous donner le paysage, et on va essayer d'utiliser cet hamiltonien en le modifiant légèrement pour arriver au minimum. Alors, allons un petit peu plus près dans l'approche. J'ai donc une intégrale à calculer, c'est l'air sous une courbe, bon, peu importe, et l'idée c'est de la remplacer par une fonction constante par morceau. Alors ça c'est la tarte à la crème du lycée où on fait les sommes de Riemann, etc. Ça donne que cette intégrale-là, qui est la solution, va être remplacée par des petits morceaux, eux-mêmes, avec une fonction constante. D'accord ? Et donc, la solution va être l'exponentielle de la somme, et donc un produit d'exponentielle. C'est faux, ça. C'est faux. Parce que H, c'est un opérateur. Et l'opérateur va évoluer. Il dépend d'un paramètre. Or, deux opérateurs, en fait, ce sont plusieurs opérateurs. Ils ne commutent pas nécessairement. Et s'ils ne commutent pas, l'exponentielle de la somme n'est pas nécessairement le produit des exponentielles. C'est simplement une valeur approchée. C'est ce qu'on appelle la trotterisation. C'est une
une expression approchée. Donc déjà, là, vous avez deux raisons d'être là, d'avoir un peu différent. Le fait qu'on a transformé une exponentielle d'une somme en produit d'exponentielle, qui en soit une approximation, et le fait qu'on a transformé une intégrale d'une fonction qu'on espère lisse en une intégrale d'une fonction en escalier. Alors bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure, la constante de Planck, horreur. On met 1. Alors ça correspond en physique à un changement d'unité. J'ai mis aussi une delta t pour ne pas être embêté. Tant qu'on y est. On a un delta t à 10 moins 1, à 10 moins 1, on a une constante de Planck à 10 moins 30, allez, tout dans la même valise. Bon. Alors, du vocabulaire qui permet de comprendre comment ça fonctionne. En physique, l'hamiltonien est traduit par un opérateur hermítien. Donc, qui est diagonalisable et qui a ses valeurs propres réelles. Un état, c'est un vecteur propre de l'opérateur. L'énergie, pour le physicien, c'est une valeur propre de l'opérateur hermítien. Et l'état fondamental, celui dans lequel reste le système s'il y est déjà, s'il n'y a pas d'apport d'énergie, s'il n'y a pas d'interaction, et c'est là qu'on risque d'avoir un problème, cet état fondamental, c'est l'état d'énergie minimale, et c'est donc le vecteur propre associé à la plus petite valeur propre. Donc maintenant, notre démarche est simple. On va chercher un opérateur hermítien dont le vecteur propre associé à la valeur propre minimale, dont l'état fondamental, donc, est celui qui nous intéresse. C'est ça l'idée. Bon. Vas-y. C'est ce que je viens de dire. Alors, l'idée est donc la suivante. Je vais partir d'un hamiltonien de départ, c'est ce que j'avais mis sur le premier dessin, pour lequel je connais l'état fondamental. Et puis, j'ai l'hamiltonien de mon problème que j'ai calculé pour que l'état fondamental soit celui qui m'intéresse. Et je vais glisser peu à peu de l'un à l'autre, un petit peu comme ça, vous voyez. Alors, c'est ce dessin-là qui est le même. Vous allez partir d'un état fondamental, d'un hamiltonien connu, et puis vous allez changer d'hamiltonien, donc changer de paysage jusqu'à arriver à l'état fondamental de l'hamiltonien de votre problème. Alors je l'ai remis ici, et vous voyez, je crois que c'est ici qu'on le voit mieux, j'ai à l'étape K, l'hamiltonien précédent, j'enlève un petit bout de l'hamiltonien de départ et je rajoute un petit bout de l'hamiltonien du problème. Alors après, c'est une question de petits bouts. Combien ils sont fins, ces petits bouts? Là, c'est une variable de réglage. Mais en tout cas, au début, je suis sur l'hamiltonien de départ. À la fin, sur l'hamiltonien du problème. Et je répète, il faut que l'énergie du système reste minimale. Donc il faut rester à la valeur propre minimale du système. Alors on va regarder un exemple. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça marche pas? Je n'ai pas la même chose à l'écran qu'ici. Ah si, voilà. Donc ça c'est l'algorithme que je viens de vous expliquer en langage courant, langage algorithmique. On part d'un hamiltonien de départ dont on connaît l'état fondamental, ici j'ai mis 0, on verra. On fait l'évolution, tiens, il y a des exponentielles, etc. C'est pas très beau ça sur des opérateurs, j'y reviendrai. Et puis on fait l'évolution et on retourne l'état auquel on a abouti. Attention, c'est un algorithme stochastique. On n'a pas nécessairement toujours la bonne réponse. Il faut faire des réplications. Et j'insiste sur le fait que le nombre de réplications à faire dépend de la probabilité de l'état que l'on recherche et pas du tout du problème. Si vous avez un état recherché qui a une probabilité de 0,1, vous ferez beaucoup moins de réplications que s'il a une
une probabilité de 1 centième. Mais si vous avez un espace très grand, 1 centième, c'est déjà pas mal. Mais ça ne dépend pas du problème. C'est pourquoi il est difficile d'évaluer la performance d'un algorithme quantique par rapport à un algorithme normal. C'est toujours des réplications. Continuons. Alors, je vais me focaliser pour l'instant sur l'état de départ. Je prends la porte note. Vous savez, c'est la porte qui échange 0 et 1. Et je m'aperçois que si je lui mets plus, elle le transforme en plus. Si je lui mets moins, elle le transforme en moins. Donc je vais utiliser en fait la porte moins x. Pourquoi? Parce que c'est le plus qui va m'intéresser pour des raisons couvertes. Donc, si je prends la porte moins x, elle a comme valeur propre moins 1 et comme valeur vecteur propre le plus, c'est-à-dire ce vecteur-là. Et l'autre valeur propre, c'est plus 1 avec moins. C'est ça? Oui, ça doit être plus 1, non, c'est vrai. Ben bon, bref, c'est l'autre. Oui, c'est plus 1. Oui, c'est ça. Moins x de plus donne moins. C'est donc moins, là, c'est une erreur. C'est moins ici. C'est moins. Moins x de moins donne moins. Donc, les deux valeurs propres sont moins 1 et 1. Et celle qui m'intéresse, c'est moins 1 parce que c'est l'énergie minimale. Alors, le physicien va monter au rideau en disant attention, une énergie, c'est jamais négatif. On s'en fiche. On s'en fiche parce que nous, on ne fait pas de la physique. On ne fait pas de la physique et que l'énergie soit négative ou pas, c'est un petit peu comme la température. Si vous utilisez le degré Celsius, vous avez des températures négatives. Les physiciens, eux, ils utilisent le degré Kelvin. Il n'y a jamais de température négative. C'est un peu la même chose. Question de convention. Donc, continuons. Alors, au départ, je vais donc mettre chaque qubit à plus, qui est l'état fondamental. Donc, c'est un plus tensoriel, le nombre de qubits. Et puis, on va partir de cet état fondamental qui correspond à la valeur propre minimale. Et puis, on va avancer. Alors, plutôt que de continuer à faire de la théorie, on va regarder un problème très simple, 3 SAT, qui est quand même le prototype de tous les problèmes NP complets. Si vous résolvez 3 SAT, vous résolvez tous les problèmes NP complets. Enfin, en théorie. Donc, il reste, sur ce problème, à déterminer l'hamiltonien du problème. Parce que l'hamiltonien de départ, on l'a. Maintenant, on va chercher l'hamiltonien du problème. Donc, on a pris un problème simple, maquette, 4 clauses. Chaque clause utilise 3 variables. Alors, les variables sont elles interviennent soit directement, soit par leur négation. Ça, c'est un X. On fait la négation, je sais déjà faire. Et par des ou, ça, je ne sais pas faire. Et puis, il faut qu'elles soient toutes satisfaites. Donc, en quelque sorte, je mets des « et » entre. Alors, après, il faut faire une convention. Il faut dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Traditionnellement, c'est 0 qui signifie vrai. Un peu la convention inverse de ce qu'on fait d'habitude. Et 1 qui signifie faux. Habituellement, c'est plutôt l'inverse. Mais je vous rappelle que c'est purement une convention quand on regarde le problème du point de vue géométrique. Et donc, si je regarde la première clause, qui est ici, je regarde ses valeurs de vérité, la deuxième clause, etc. Quand je les vérifie toutes, j'ai 4 solutions à mon problème. Je vais essayer de voir si je trouve ces solutions. Première chose, transformer ça en qubits. Ben, on remplace les vrais par des 4 0 et les faux par des 4 1. Et on a donc 4 solutions qui sont celles-là. Alors ça, c'est une façon condensée d'écrire les tensoriels. Quand vous avez un tensoriel 0, tensoriel 0, vous l'écrivez 1, 0, 0. Oui, c'est Dirac. Oui, c'est toujours Dirac. Alors, passons par les booléens. Il faut les transférer, il faut les coder sous forme de porte.
eh bien, je vais utiliser une porte qui est la porte Z. C'est très bien, elle est déjà diagonale. J'ai déjà ses valeurs propres. C'est 1 et moins 1. Moins 1, 1 et, moins 1 et 1. Alors, moins 1 va être associé à 1 et 1 est associé à 0. C'est pas ce que je veux. Je voudrais 0, c'est vrai. Donc, je vais faire identité moins Z. Identité moins Z, ça fait ça. Alors, ça a deux avantages. Bon, je divise par deux pour des raisons pour que ça fasse des matrices sympas. Pourquoi c'est intéressant? Parce que j'ai remplacé les valeurs 1 et moins 1 par 0 et 1. Pourquoi? Parce que je sais bien que la valeur propre qui m'intéresse, ça soit 0. Pourquoi? Parce que 0 fois 0, ça fait 0, et 0 plus 0, ça fait 0. Si je mets 1 ou moins 1, ça ne va pas marcher de la même manière. C'est uniquement une raison de facilité. Donc, quelles sont les valeurs propres? Eh bien, la valeur propre minimale est associée à 0, c'est-à-dire à vrai. La valeur propre maximale à 1, on s'en fiche. Et du coup, si je veux la négation, il suffit de prendre moins Z dans la même formule. Et je vais avoir la valeur propre minimale qui est associée à 1, faux, et l'autre, on s'en fiche. À remarquer que cette porte-là, ce n'est rien d'autre que la symétrie par rapport à cet axe. 0 n'est pas changé, 1 est transformé en moins 1. C'est encore une symétrie, donc elle vérifie Z fois Z égale identité. Voyons maintenant ce qu'on appelle Z1 et Z2. Z1, c'est Z tensoriel identité. Et Z2, c'est identité tensorielle Z. Donc vous faites les calculs et vous trouvez les zinzins qui sont là. Et du coup, quand je regarde identité moins Z1, je trouve deux valeurs propres minimales, enfin, deux fois la valeur propre minimale, ce qui correspond au fait que le premier qubit est à 0. Un vrai. Pareil pour l'autre, sauf que ça travaille sur le deuxième qubit. Ensuite, dans l'explication, il faut les calculer. Ensuite, si j'ai deux qubits, j'ai les deux matrices qui sont là. Quand je les multiplie, on ne voit pas très bien, ça donne des zéros sur les trois premiers termes de la diagonale et simplement un 1 à la fin. Tout simplement parce que les 1 et les 0 ne sont pas en face, sauf le dernier. C'est-à-dire que, si je regarde bien, la valeur propre minimale, qui est 0, va être associée à 0, 0, 0, 1, 1, 0. C'est-à-dire qu'elle nous fait la porte OU. Le OU inclusif. Et quand j'ai plus qu'à dérouler, je trouve ceci. Et voilà les trois vecteurs propres correspondant à la valeur propre minimale. Et donc, je modélise ainsi le OU entre deux booléens. Reste le et. Alors le et, j'ajoute. Si j'ajoute, ah mince, il arrive un 2. Alors ça, c'est embêtant. Donc, je vais enlever ce que j'ai trouvé précédemment de façon à obtenir un 1, de manière à n'avoir que deux valeurs propres. Sinon, ça risque de déséquilibrer un peu le problème. Enfin, en tout cas, ça risque de perturber le déroulement de l'algorithme, disons les choses comme ça. Donc là, je mets un 1, et j'ai donc une seule valeur propre, un seul vecteur propre associé à la valeur propre minimale, un seul état fondamental, qui est l'état 0, 0. J'ai fait un et. Et ce et est traduit par cette expression. En résumé, un booléen, c'est cet Hamiltonien. Son contraire, c'est la même chose avec un plus Z1. Si j'ai le booléen x2, je fais la même chose avec z2. Si je veux faire x1 ou x2, je forme cette expression. Et si je veux faire x1 et x2, celle-là. Et à partir de là, je vais revenir à mes clauses et je vais fabriquer l'hamiltonien correspondant. Vous allez voir, c'est pas triste. Donc, j'ai cette clause-là
Souvenez-vous, c'est x1 ou x2 et ou pas x3. Donc x1, x2 et pas x3. Je commence par calculer ce machin, puis j'y mets le x3, ça donne ceci. Alors là, on a intérêt à utiliser soit un logiciel de calcul formel, soit à se fabriquer un petit automate qui fait ces calculs. Et qui en même temps, d'ailleurs, peut coder les portes correspondantes. Parce que là, c'est des portes Z, etc. Ah oui, tiens, il y a ça. Alors, approximativement, alors ici, ça doit être exact, parce que les portes doivent à peu près toutes commuter. Mais je fais que l'exponentielle du produit, l'identité, ça tombe bien, je sais faire, il suffit de rien faire. Ça, je sais faire. Pour le reste, j'ai des exponentielles de matrices. Oh là là, ça c'est terrible. Vous vous rendez compte des exponentielles de matrices? Alors, astuce. Toute bête, parce que ce n'est pas n'importe quelle matrice. Celui-ci, je vais calculer exponentielle de moins i lambda, une matrice n. Ben, c'est tout simplement une somme sur tous les cas entiers de moins i lambda puissance k, m puissance k. L'horreur. Sauf que les matrices que j'utilise vérifient m fois m égale identité. Alors ça va bien m'aider parce que je vais couper cette exponentielle en deux morceaux. Et k pair moins i lambda puissance k, mk, ben, puisque k est pair, ça va faire l'identité, plus k impair, même chose, moins i lambda puissance k, et là j'ai m impair, j'ai donc m puissance 2k plus 1, enfin 2j plus 1, m puissance 2j c'est l'identité, donc ça c'est m. Autrement dit, qu'est-ce qu'on va trouver? Cosinus lambda identité, plus i sinus lambda. Autrement dit, je reviens à la porte n, en l'occurrence la porte z. Donc ça on sait faire. Il reste des produits de 2 portes et de 3 portes. C'est pas la peine d'aller au-delà, parce que si j'en avais 4 avec simplement 3 variables booléennes, Z1, Z2, Z3, Z1 par exemple, comme ça commute, j'aurais Z1 carré qui fait l'identité. Donc je ne vais pas au-delà. Si j'ai des clauses à 4 variables, évidemment, j'aurai Z1, Z3, Z4. Tant que j'ai 3 éléments dans la clause, pardon, 3 éléments dans la clause, j'ai tout ce qu'il faut ici pour résoudre le problème. Alors il manque un détail, c'est comment coder Z1, Z2. Ben, on trouve dans la littérature ce schéma, parfois erroné d'ailleurs, et Z1, Z2, Z3, celui-ci. Alors je vous rappelle, ça c'est des portes C-notes. C-notes, et puis ici, une porte de rotation autour de Z, enfin peu importe, c'est un truc qui est disponible en standard. Qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, ah oui, j'ai pas dit, il y a un petit détail, c'est que maintenant il faut que je fasse les et. Vous avez vu ce que ça donne sur une simple clause. J'en ai 4, traduites par des et, ça fait un hamiltonien énorme. Pas très commode. Mais je répète, il faut l'automatiser, ça, si on voulait être efficace. Donc j'ai ces 4 solutions. On a fait 1000 réplications, et vous voyez qu'on a trouvé celle-ci, celle-là, celle-là, et celle-ci. Pas avec les mêmes probas. C'est un peu mystérieux. Je n'ai pas bien compris pourquoi. Mais en tout cas, pas avec les mêmes probas. Alors, on n'a pas bien compris pourquoi, mais je me suis rassuré en me souvenant de ce qu'avait dit Feynman à ses étudiants.
si vous avez compris ce que je viens d'expliquer, c'est que je me suis mal exprimé. Personne ne comprend la physique quantique. Et la règle pour les physiciens quantiques, c'est en tout cas celle qu'on applique, c'est on la ferme et on calcule. Ne pas chercher à comprendre, calculer. Il n'y a que ça. Et c'est pour ça que je me suis permis de modifier très légèrement la phrase. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'on a vu de nombre de publications où il y a des erreurs. Ça, c'est normal. Et là où ça devient grave, c'est quand vous avez une publication qui porte une erreur, et derrière, 2 ou 3 publications qui la citent en reproduisant cette erreur. Alors, il y a 2 hypothèses. L'hypothèse gentille, c'est la mienne. Ils n'ont pas compris. Et l'hypothèse la pire, c'est non seulement ils ont compris, mais ils nous essaient de nous enduire d'erreur, de nous induire en erreur. Ils essaient de nous tromper. Je me demande si ça, c'est pas vrai. Alors je préfère croire que personne ne comprend le calcul quantique. À part ça, ben, il y a des références que vous verrez, la meilleure étant celle-là. Voilà, je vous remercie.